Je vous présente aujourd'hui notre 459e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, la presse hexagonale n'en revient toujours pas. Donald Trump est au taquet. Donald Trump tient parole et promesse sans perdre un instant. L'aviez-vous prévu? Oui, je crois que l'élection de Trump, c'est une révolution. Parce qu'elle a été acquise à l'inverse de tous les processus habituels aux États-Unis, qui se déroulent évidemment sous le contrôle et à l'instigation des lobbies, des différentes activités américaines, alors que Trump, appuyé, il est vrai, sur sa fortune personnelle, a réussi à se débarrasser de toutes ses influences et il va comme un homme libre, avec la possibilité bien sûr de commettre quelques erreurs, c'est possible, mais au moins c'est un homme libre, et ça peut changer beaucoup de choses, c'est en particulier dans les relations internationales, je crois que c'est très vis-à-vis de l'OTAN, il y a beaucoup de choses qui vont changer, et l'homme semble prouver qu'il est capable d'exécuter ses promesses. L'ancien président du Parlement européen, votre grand ami Martin Schulz, prendra la tête du SPD, le parti des sociaux-démocrates en Allemagne, face à la Merkel, lors des prochaines élections législatives qui auront lieu en juin. N'avait-il pas déclaré vouloir prendre du recul en politique? Oui, je ne sais pas, là malheureusement, on se trouve, nous ne sommes pas allemands, heureusement, ça serait tenté de dire, mais entre Charybde et Scylla. Parce que je n'ai aucune confiance en ce qui me concerne dans Madame Merkel, son passé en Allemagne de l'Est, tout ça, enfin bref, me rend prudent et assez distancié. Mais en revanche, M. Schulz qui pue, je le connais bien. Vous savez pourquoi on dit ça? Il paraît qu'il émet des odeurs nauséabondes, mais il ne s'en rend pas compte, mais son entourage, paraît-il, n'ose pas le lui dire. Mais enfin bref, en allemand c'est Stinkel. Je n'ai aucune estime pour M. Schulz, dont Berlusconi avait dit un jour qu'il pourrait jouer un rôle de capot dans un film comique. Bon. Ce que va devenir M. Schulz, j'en sais rien, mais le choix entre Schulz et Merkel, je dois dire que si j'étais allemand, je serais bien gêné de le faire. Bien, je vous remercie. Alors l'ONU demande une nouvelle aide de 4,5 milliards d'euros pour la distribuer aux pays limitrophes de la Syrie qui en hébergent les réfugiés. Est-ce la meilleure des solutions selon vous, Je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais c'est une des solutions qui peut pallier peut-être à la misère, à la pauvreté de ces malheureux qui ont franchi leurs frontières, qui se trouvent dans des pays limitrophes et qui évidemment sont dans des camps et vivent dans une certaine misère physiologique. Et si on peut, on le doit, la soulager si c'est possible. Alors que l'ONU ait fait ce geste me paraît assez conforme à l'idéal humanitaire qu'elle affiche. Alors, retour à nos préélections présidentielles, si je puis dire. Avez-vous regardé hier soir le face-à-face Valls-Hamon? Oh, bien sûr, j'ai regardé ça, je me suis endormi quelquefois, mais c'est parce que je suis fatigué, ça sans doute. Mais c'était très policé, dans le fond. Très évidemment, on avait voulu éviter l'empoignade. Que souhaitaient bien sûr tous les téléspectateurs, ils sont restés sur leur faim. Ils ont été nombreux, je crois, curieux, mais quand même beaucoup plus facile à comptabiliser que ceux qui avaient voté aux élections de la primaire, puisqu'aussi bien, il a fallu une semaine au Parti Socialiste, enfin à l'organisation ad hoc qu'ils avaient créée pour cela, pour annoncer un chiffre qui était très différent de celui qui était claironné pendant toute la soirée par BFM TV, oui, qui était entre 1,7 et 1,9, en fait c'était 1,6, bon d'accord. Oui, ben justement. Enfin, pour autant qu'on puisse faire confiance à des chiffres qui ont changé tous les jours. Oui, qui continue d'ailleurs, parce que l'équipe de Jean-Christophe Cambadélis est soupçonnée par un bon nombre de représentants du Parti Socialiste d'avoir bourré les urnes dès le dimanche soir des primaires, en rajoutant même 350 000 oui, il y a une... bulletins explosibles. Enfin, on dirait que c'est étonnant, mais ça n'est pas étonnant s'agissant du Parti Socialiste et s'agissant plus généralement d'ailleurs des partis de l'établissement, la notion qu'ils ont de l'honneur
de la loyauté, de l'honnêteté est assez relative. Bien, alors, Pénélope Fillon est accusée par le Canard enchaîné d'avoir été assistante parlementaire fictive de son époux. Cela vous parle-t-il, Président? Écoutez, je pense que ce n'est pas parce qu'on est la femme d'un député qu'on ne peut pas être sa collaboratrice. Et je trouve assez scandaleux l'offensive qui est lancée contre la liberté des parlementaires de se choisir et de gérer les crédits qui leur sont affectés pour l'assistance. C'est au député de savoir de qui il a besoin, quelles sont les meilleures compétences, et ceci doit se passer du contrôle de l'exécutif sur leur activité. C'est scandaleux. Ce qui se passe au Parlement européen, où je vous rappelle quand même qu'on me réclame 320 000 €, Oui. salaire de mon assistant, M. Jalk, actuellement député européen, et qui est soupçonné de ne pas avoir travaillé exclusivement pour moi, et c'est moi qui dois faire la preuve qu'il a travaillé pour moi, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, retournement de l'offre de preuve, etc. C'est une volonté, selon moi, de l'administration du Parlement européen de contrôler les parlementaires. Et ça, c'est contraire à l'esprit même des institutions. Il en est de même pour M. Fillon. Il est bien évident que c'est, comme il dit d'ailleurs, une boule puante qu'on lui lance dans les jambes pour essayer de le faire trébucher. Personnellement, je ne vois aucun inconvénient. Le député a un crédit, selon moi, il est responsable, c'est un législateur, il est responsable d'en disposer comme il l'entend, et il est bien évident que ce n'est pas ces sommes-là qui vont en faire un homme très riche. Bien sûr. Alors vous devez être de bonne humeur, Président, parce que vous venez de gagner coup sur coup 2 procès, là. Ah, oui. Oui, en effet, nous avons gagné hier, je crois, un procès en Cour de cassation, qui était un procès qui était un recours qui était fait par le Front National contre les décisions de la Cour d'appel, d'abord du tribunal et de la Cour d'appel, relativement au fameux congrès postal. Oui. Bon, alors la Cour de cassation a enterré définitivement le congrès postal et les conséquences qu'en tirait en particulier M. Philippot. Donc, ça c'est le premier. Le deuxième, aujourd'hui, nous avions là encore gagné en première instance le maintien et l'affirmation de mon rôle de président d'honneur et des prérogatives qui y sont attachées. Le Front National a fait un référé en annulation de la décision d'exécution provisoire. Il a été débouté hier, je crois que c'est le 5e procès que le Front National perd contre moi. Bon, ceci prouve d'ailleurs qu'il y a mauvaise volonté d'un côté et qu'il y a justice du mien. Voilà. Pour une fois. On ne va pas se plaindre. Alors, vos lectures de la... Mais je voudrais un petit peu revenir en arrière sur l'affaire de M. Fillon. Parce que, corrélativement aux soupçons qui ont été lancés par le Canard enchaîné, comme ils le sont par Mediapart, les sycophantes de la République qui sont chargés des dénonciations publiques en relation, très souvent d'ailleurs, avec les magistrats. Bon, c'est le parquet national financier, dirigé par Madame Houlette. Or, il faut se souvenir que ce parquet national financier a été créé juste après l'affaire Cahuzac, et pour essayer de trouver dans les autres partis des gens qui aient eu le même comportement que le ministre du budget socialiste. Et cet organisme, ce parquet, il ne faut jamais oublier que le parquet est aux ordres du pouvoir. Comme je l'ai dit l'autre jour devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, j'ai rappelé qu'étant depuis 60 ans parlementaire et homme public, j'ai toujours été dans l'opposition, et j'ai donc toujours été soit l'ennemi, soit l'adversaire du parquet, qui ne m'a jamais ménagé. Or, ce parquet, qui est aux ordres du pouvoir, lance des accusations, n'est-ce pas, et des enquêtes préliminaires, procédure qui est soviétique, car il n'y a aucun contrôle, aucun recours, on n'a pas connaissance du dossier, c'est un levier d'action qui est inadmissible, selon moi, dans une démocratie. Mais
le prétexte est que c'est pour poursuivre le grand banditisme, les grands trafiquants, Bien etc. sûr. Et en fait, ça sert à combattre ses ennemis politiques sur le terrain, comme on me le fait sur ce plan-là, sur le plan fiscal. Je suis l'objet d'une rafale d'agressions de différents côtés, comme ça, destinés à nous faire taire. Eh bien, ils ne nous feront pas taire, voilà. Vous ne céderez pas au terrorisme intellectuel. Voilà. Bien, alors pour changer de sujet, quelle lecture avez-vous cette semaine à Ah, nous j'ai une proposer? lecture intéressante. Un gros livre, ils sont tous gros d'ailleurs. Maintenant, le mien va être gros aussi. Donc, je ne peux pas trop critiquer la grosseur des livres. Alors celui-là fait quand même, je sais pas, oui, près de 700 pages. Hein. C'est un livre d'Alexandre Del Valle qui s'appelle Les vrais ennemis de l'Occident. Et il a évidemment trait à tous les événements de politique internationale en Europe, d'une part, où il dénonce la politique américaine d'encerclement de la Russie, comme si elle était toujours la Russie soviétique. On continue, dans le fond, contre la Russie démocratique, exactement la même politique que celle que l'on menait contre les soviétiques. Et puis, le rôle joué par les ONG américaines et dans le Proche et le Moyen-Orient, où Del Valle les accuse, à mon avis à juste titre, d'avoir été les initiateurs de ces fameuses révolutions, de ce printemps arabe, des révolutions de couleur, etc., et qui ont contribué à déstabiliser complètement l'Irak, la Libye, la Syrie, etc. Alors, c'est un livre, je ne souscris pas à toutes ces conclusions, mais je dois reconnaître que c'est un élément, un ouvrage extrêmement intéressant. C'est pas facile à lire parce que c'est très très renseigné, très chargé. Alors c'est un livre qui est paru à l'Artilleur. Alors là je dois dire que ça tire pas mal d'ailleurs, n'est-ce pas, et sous-titré Du rejet de la Russie à l'islamisation des sociétés ouvertes. Un livre très intéressant. Bien, je vous remercie. Alors, Qui s'appelle Les vrais ennemis de l'Occident. pouvez-vous nous faire un bref récit de, comment dirais-je, de votre petit voyage, de votre repas patriotique à Palavas-les-Flots? Je suis allé dans les profondeurs du pays, Oui. enfin au bord de la Méditerranée, parce que c'était à Palavas-les-Flots, avec une assistance de 700 à 800 personnes découvertes, parce que c'était un dîner au cours duquel un certain nombre d'orateurs des mouvements nationaux, ce qu'on peut appeler la droite hors les murs, et moi-même qui ai conclu extrêmement une ambiance très chaleureuse, très amicale, qui rappelait l'ambiance du Front National Oui. que j'ai connu pendant Bien de sûr. très nombreuses années. Et alors c'est, je pense, une initiative du comité Jeanne, qui renouvellera d'ailleurs cette activité à Mulhouse. Je pense que je dois avoir une réunion à Mulhouse, c'est le mois prochain, Oui. je pense. Mhm. Je ne sais pas quel jour d'ailleurs exactement. Nous le préciserons. On le précisera, mais c'est extrêmement intéressant. L'objectif du comité Jeanne étant de délivrer un label lors des élections aux candidats qui le demanderont, bien sûr, et qui le mériteront. C'est-à-dire qui correspondront aux critères que nous allons exposer ces jours-ci, et de telle sorte que leur patriotisme soit garanti en quelque sorte par le comité Jeanne. Jeanne au secours. Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie mille fois, cher président. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir.